Se dirige-t-on vers une candidature de Alassane Ouattara pour un troisième mandat? Un partisan et non des moindres, Ahmed Bakayoko, va dans ce sens et invite le président ivoirien à être candidat. Un appel qui fait suite à celui du secrétaire exécutif du RHDP et des députés de ce parti. On vous en parle en début de journal. Au Burkina Faso, bientôt un blackout de 90 jours sur les campagnes électorales déguisées. Ainsi en a décidé le Conseil supérieur de la communication. Une décision qui ambitionne respecter l'égalité des chances entre candidats. Dans cette édition, on vous parle de l'application de cette loi votée sous le Conseil national de la transition. Les agents du centre Muras mécontents, ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail. Les travailleurs indexent une mauvaise gestion de la structure, toute chose qui alimente les tensions au sein de ce centre basé à Bobo-Dioulasso. Notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara, nous en dit plus dans cette édition. Voilà votre LCA 20h dans ses grandes articulations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Pour vivre cette édition, direction la Côte d'Ivoire où le numéro 2 du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko demande à Alassane Ouattara d'être candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Ambak s'est exprimé samedi dernier au siège du parti à Abidjan lors d'une réunion des cadres et élus du district de Horoba au nord-ouest. Au nom de ses élus et des militants du RHDP de la région, il a demandé avec insistance à Alassane Ouattara de se porter candidat afin de maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale. Pendant ce temps, à quelques jours de la clôture officielle des dépôts de candidature, le FPI reste divisé pour la désignation d'un candidat. Le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo a lancé un appel à candidature pour la fonction suprême. Pour l'instant, seul Pascal Affi-N'Guessan s'est déclaré candidat. Le dirigeant de la formation politique a préféré faire cavalier seul alors que le parti est toujours coupé en deux à cause des divisions internes. Le camp Pascal Affi-N'Guessan et la faction Gbagbo ou rien en sécession avec Affi-N'Guessan depuis 2013. Si Alassane Ouattara devra se présenter alors que l'ex-chef d'État ivoirien Henri Konan Bédié est aussi candidat du PDCI à la présidentielle d'octobre, il ne manquera plus que Laurent Gbagbo pour réussir l'affiche de 2010. En tout cas, depuis Bruxelles, l'ancien renfort du pays ne souhaite que rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin du mois d'août. Laurent Gbagbo avait déjà fait une demande de passeport diplomatique il y a quelque temps sans succès. Il s'est rendu hier à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour demander cette fois-ci un passeport ordinaire ainsi qu'un laissez-passer. Et on apprend que le gouvernement ivoirien a annoncé ce soir après le Conseil des ministres qu'il va délivrer les documents demandés par Laurent Gbagbo. Ici au Burkina Faso, sachez aussi que les programmes et journaux télévisés de votre chaîne LCA vont probablement connaître quelques changements dès le mois d'août. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, cela est dû à une décision du Conseil supérieur de la communication interdisant tout simplement la couverture des campagnes électorales déguisées. Une décision qui a pour but de respecter l'égalité des chances entre candidats. C'est tout simplement la mise en œuvre d'une loi votée sous le Conseil national de la transition, Gilles Dasda et Constantin Sieda. Du 3 août au 31 octobre prochain, il va être strictement interdit aux journalistes de couvrir des activités électorales déguisées. Presque 3 mois où les médias vont avoir des restrictions sur les programmes et reportages relatifs à la politique politicienne. Mais au fait, qu'est-ce qu'une campagne électorale déguisée? Il s'agit d'interdire toute couverture médiatique des activités, des campagnes et mouvements politiques qui tendent à mettre en exergue un parti politique ou un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale. Cela concerne tant les activités socio-culturelles et sportives que les inaugurations d'infrastructures. La restriction touche aussi bien les médias publics que les médias privés commerciaux. Pour les médias à caractère confessionnel et communaux, une autre décision du CSC va s'ériger. Il faut permettre à ce que ces instruments de développement
de promotion de la cohésion sociale demeure même après les élections. Et vous savez que pendant les campagnes électorales, la tension entre les acteurs politiques est telle qu'au niveau local, c'est plus perceptible. Il fallait faire en sorte, pour les médias confessionnels, c'est d'ailleurs dans leur cahier de charges qui sont interdits donc de parler de politique, mais pour les médias communaux, c'est encore plus compliqué lorsque le premier responsable d'une commune, qui a même mis sur la radio de la municipalité, est candidat ou acteur politique. Et comment le journaliste allait faire son travail lorsque son patron lui-même est candidat, celui qui lui donne des ordres, lui-même lui demande de faire ce travail. Cette décision va protéger les journalistes de ces médias-là. Protéger les journalistes, c'est le leitmotiv que répète le président du CSC. Mais cette décision du régulateur des médias n'est-elle pas de nature à priver le Burkinabé de son droit à l'information? C'est aux législateurs de répondre, puisque c'est eux qui ont décidé que 90 jours avant l'ouverture de la campagne, un certain nombre d'activités qui ne doivent plus faire l'objet de couverture médiatique. Si à la pratique, les partis politiques trouvent qu'ils sont allés trop loin, je pense que par une autre loi, ils vont revenir sur leurs décisions. Mais en attendant, nous sommes obligés d'appliquer cette disposition législative qu'ils ont eu à adopter. Présent à cette rencontre, un aréopage de responsables de médias burkinabés. Ces derniers ont fait cas de leurs inquiétudes quant à l'application de ces décisions qui constitueront une première au Burkina Faso. Dès le 3 août prochain donc, les programmes et reportages traitant de politique vont certainement être profondément modifiés, et cela pour respecter la loi burkinabé. De ces restrictions, il faut noter que les investitures de candidats seront toujours couvertes par les médias à raison d'une seule par parti ou regroupement de partis. Autre exception, les reportages relatifs aux activités du président du Faso et des membres du gouvernement dans leurs strictes fonctions. Toujours au Burkina Faso, la coalition pour le Sahel, dont l'idée a germé lors du sommet de Pau en France le 13 janvier dernier, fait son bonhomme de chemin. Les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et la France ont tenu hier une réunion virtuelle pour sa mise en route. Brissa Traoré et Bachirou Sawadogo nous font le point de cette rencontre. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel monte en puissance sur le plan diplomatique à travers la coalition pour le Sahel. Initiée lors du sommet de Pau en France le 13 janvier dernier, elle entend apporter une réponse plus collective et solidaire à la crise sécuritaire. Et pour sa mise en route, les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel et la France se sont réunis en réunion virtuelle ce mardi pour poser les balises. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui entre ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et de la France pour mettre en place donc le contenu, donner un contenu donc à la coalition. Évidemment, on sait déjà de quoi s'occupe la coalition. Il y a 4 piliers. Il y a le pilier lutte contre le terrorisme. Il y a le pilier renforcement des capacités sécuritaires et de défense des États. Il y a le pilier retour de l'administration. Et puis, il y a le pilier développement. Réunion présidée par Ismaël Ouchek Ahmed, ministre mauritanien des Affaires étrangères. La préoccupation majeure soulevée par les chefs de la diplomatie est son mode de fonctionnement. L'unanimité qui se dégage est de rendre cette structure légère pilotée par un haut représentant et qui sera basée à Bruxelles, la capitale européenne. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, de mettre sur la table un plaidoyer, installer la représentation africaine de la coalition au Burkina Faso. Quelle structure il faut mettre en place? Un secrétariat, on a décidé que ça va être un haut représentant qui va être nommé et qui va avoir pour siège Bruxelles, parce que Bruxelles c'est la capitale européenne, c'est un grand carrefour. Et puis également que c'est un sahélien qui va être nommé comme haut représentant et qui aura donc comme adjoint un des partenaires, c'est-à-dire un Européen notamment. Et ça va être alternatif. Donc 2 ans après, ça va être un Européen et puis nous aurons un adjoint qui va venir du Sahel. Et pour la désignation, on laisse
le pouvoir décisionnel des chefs d'État pouvoir le faire. Et donc voilà en quelques lignes donc, ce qu'on peut dire de cette coalition qui va commencer à prendre forme donc, avec le début donc, de la mise en place d'une équipe qui va être basée à Bruxelles. La situation politique au Mali n'a pas été ignorée par les ministres qui ont salué Bamako pour la mise en œuvre des recommandations urgentes du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier, tout en félicitant leur homologue Tchébélé Dramé pour sa reconduction. C'est le principal sujet en Mauritanie. L'ancien président accusé d'avoir voulu vendre une île au Qatar est la cible d'un rapport parlementaire explosif. Au terme de plusieurs auditions, la commission d'enquête parlementaire mise en place depuis janvier 2020 a rendu un rapport d'investigation sur des engagements de l'État mauritanien conclus entre août 2009 et juillet 2019. Ce rapport inédit dans l'histoire de la Mauritanie aborde plusieurs gros dossiers, dont principalement l'offre d'une île partie du territoire national mauritanien à l'ancien émir du Qatar en guise de cadeau. Une affaire rocambolesque d'atteinte à l'intégrité territoriale qui a fait les choux gras de la presse et a provoqué urbi et orbi la démission du docteur Ilkebou Ould Ahmed de son poste d'ambassadeur à Rome depuis seulement mars 2020. L'île en question, Tidra, participe au mythe fondateur de la Mauritanie moderne puisqu'elle fut un point stratégique pour les Almoravides dans leur conquête de l'Espagne à partir de l'an 1040. En Afrique australe, plus précisément au Zimbabwe, le gouvernement a signé aujourd'hui un accord par lequel il s'engage à verser 3,5 milliards de dollars pour indemniser les agriculteurs blancs qui avaient été expulsés de leurs terres il y a environ 2 décennies. La confiscation des terres détenues par les agriculteurs blancs débute en 2000 où moins de 3500 terrains sont repris de force. Pour l'administration de Mugabe, il s'agissait de rectifier une injustice vu que ces terres avaient été prises de force durant l'époque coloniale. En 2018, l'actuel président s'est engagé à compenser les fermiers blancs, mais le gouvernement zimbabwéen n'a pas précisé d'où proviendraient ces fonds. Selon une étude publiée en mars par le Fonds monétaire international, le Zimbabwe est en situation de surendettement et le pays n'a pas assez de liquidités pour venir en aide à ses concitoyens frappés par un marasme économique aggravé par le coronavirus et les bouleversements climatiques. Retour au Burkina Faso où le CIAO 2020 est annulé. La 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui devait se tenir du 29 octobre au 8 novembre prochain n'aura finalement pas lieu et les autorités du pays justifient ce report par la pandémie du Covid-19. La décision est diversement appréciée par les artisans burkinabés. Il y a certains qui en comprennent le bien fondé, certains par contre s'en offusquent. Le report du CIAO aurait un impact sur la santé financière de certains artisans. C'est du moins ce qu'ils ont confié ce matin à Ahmed Nanema et Achille Drago. Suivez leur reportage. Au moment où l'espoir commençait à naître chez les artisans, parce que comptant sur la tenue de la 16e édition du CIAO pour vendre leurs œuvres, un communiqué annonce son annulation. Un coup dur pour la plupart d'entre eux, pour qui cet événement est une occasion de bonnes affaires. C'est annulé, alors que ça nous pénalise. Bon, si ça trouve que bon, on allait pouvoir peut-être exposer, chacun pouvait rentrer un peu dans son fonds. Mais comme ça, peut-être chacun a pris son petit fonds, il a investi, il a travaillé, ça est là. Mais maintenant, s'il ne va pas pouvoir vendre, là ça pénalise. Amadou Zoromé n'est pas le seul dans cette histoire. Ce pyrograveur s'est pleinement investi pour cette nouvelle édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et se demande à présent comment s'y prendre pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il y a des produits qui ne peuvent pas faire plus de 2 ans sans être abîmés. Donc ça cause un problème encore. Et il faut qu'on arrive à avoir quelque chose. On n'a rien. Tu investis tout et tu te retrouves dans des problèmes. Quoi se nourrir maintenant? Cette situation est certes difficile pour ces artisans,
Mais cet artiste bronzier dit ne pas être surpris par la décision des autorités. Vu le Covid-19, et on sait aussi qu'il y aura beaucoup de grossistes qui n'allaient pas venir. Donc ça ne nous surprend pas en tant que tel mois d'annulation du CIAO parce que je voyais ça venir. Mais ça joue beaucoup sur l'artisanal parce que nous, les artisans, nous vivons de cela. Et bon, ça va être dur pour nous, mais on n'a pas le choix. Le secteur artisanal est durement affecté depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus et ces artisans demandent à ce que le gouvernement se penche sur leur situation. Sincèrement dire, nous les artisans, on est en train de souffrir, mais ce n'est pas leur faute. Je sais que ce n'est pas leur faute parce que le maladie est venue, toutes les frontières sont fermées. Si l'État peut faire quelque chose, nous les artisans, regardez aujourd'hui dans les bureaux, quand vous rentrez, bon, souvent, bon, tu peux rentrer 3 ou 4 bureaux, tu ne peux pas avoir même un objet de l'artisanal, même si c'est un tableau. Ce n'est pas évidemment, c'est notre métier, c'est notre héritage. C'est nous, les grandes personnes qui viennent de chez nous, c'est eux-mêmes qui doivent nous présenter avec leur bureau. Une panoplie d'objets en bronze, de vannerie, de poterie, de peau et de sculptures sur bois sont autant d'éléments constitutifs de l'univers artisanal. Cependant, les lieux d'exposition comme le village artisanal de Ouagadougou sont aujourd'hui de moins en moins fréquentés. Cette baisse d'affluence est le fait non seulement de l'insécurité grandissante, mais aussi de la crise sanitaire auquel le Burkina fait face. Et le CIAO était la vitrine tant attendue pour offrir une lueur d'espoir à ces hommes et femmes de l'artisanat burkinabé. Nous mettons le cap à présent sur Bobo Dioulasso. Les travailleurs du centre Muras ne sont pas contents de leurs conditions de travail. Ils sont en mouvement d'humeur. Partant de la gestion des primes de recherche au recrutement des travailleurs, ces derniers dénoncent des actes qui pourront asphyxier la structure. On en sait un peu plus avec notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara. La malgouvernance, la gestion familiale, le blocage des primes de gestion de la recherche, mais aussi le passage du centre Muras de direction générale en simple direction, autant de mots que dénoncent les travailleurs du centre Muras à Bobo Dioulasso. Le centre est désormais sous la tutelle de l'Institut national de santé publique INSP. Il s'agit de la question des primes. Les primes liées au contrat de recherche international font l'objet d'un arrêté conjoint ministère de la Santé et ministère de la Recherche qui a été obtenu en 2015 et qui est spécifique au centre de recherche. Et à la faveur de la création de l'Institut national de santé publique, dont le centre Muras est un des grands acteurs, il y a des velléités de mise en cause de cette prime-là par le directeur général. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. En janvier, nous avons pensé que c'était un épisode qu'il fallait vite oublier. Mais on a compris après que c'est une dynamique dans laquelle il est engagé et malheureusement nous n'allons pas laisser faire. Parce que les primes liées au contrat de recherche sont une pratique dans les différents centres. Et lui-même dans un écrit en 2019 a reconnu la diversité des pratiques qu'il va falloir tendre vers une harmonisation. Sous le regard impuissant de Gaston Muras, le fondateur de ce centre de recherche vieux de plus de 80 ans, les travailleurs estiment que sa transformation est un recul pour les chercheurs et la ville de Bobo Dioulasso. Le statut d'établissement public avec une direction générale, ça devient une simple fonction. Mais ça pouvait être rattrapé si le directeur général avait écouté les préoccupations des travailleurs. Parce que c'est le plus grand centre qui a l'espace, le campus et les ressources nécessaires pour adapter la direction générale en attendant. L'OAS, qui est une organisation sous-régionale de la santé, a son siège à Bobo Dioulasso. Pourquoi ne pas abriter le siège de l'Institut à Bobo Dioulasso en attendant d'avoir les moyens pour construire un siège? Aujourd'hui, la direction générale est en location à Ouagadougou dans un bâtiment à coût de millions, avec des frais liés à l'entretien et à l'équipement de sécurité. Tout ça, c'est inutile. C'est inutile. Donc, nous pensons que c'est une situation qu'il faut corriger. Parce qu'en l'espace pratiquement de 6 mois, on a enregistré pratiquement des démissions et pas des moyens. Et des départs. Le personnel qui découvre qu'en fait ce qui était promis n'est pas réel. Les gens sont en train de partir parce qu'il n'y a pas de perspective pour les gens. Et il y a eu des démissions aussi. Le directeur technique du centre Muras a démissionné il n'y a pas longtemps. Les travailleurs disent attendre cette prime de gestion depuis 2 trimestres. Ils n'entendent pas abandonner la lutte sitôt et d'autres formes de revendications seront engagées les jours à venir. Le mouvement d'humeur de ce mercredi n'est qu'un avertissement, a dit le secrétaire général du comité CGTB du centre Muras de Bobo Dioulasso.
Une reine épouse son esclave. Voilà comment certains Soudanais décrivent cette image du footballeur soudanais de teint noir Issam Abdelharem et sa femme arabe à la peau claire après leur mariage. Vous l'aurez compris, on parle à présent du racisme et c'est pour clore cette édition. Alors que les manifestations antiracistes se multiplient dans différentes parties du monde à la suite du décès de l'Afro-Américain George Floyd aux États-Unis, le Soudan semble se trouver dans un tout autre monde, ce qui n'est pas surprenant dans un pays où de nombreux Soudanais qui se considèrent comme des Arabes plutôt que comme des Africains utilisent couramment le mot esclave et d'autres mots racistes pour décrire les Noirs. Le Soudan a toujours été dominé par une élite arabophone à la peau claire, tandis que les Africains noirs du sud et de l'ouest du pays ont été victimes de discrimination et de marginalisation. Pour la petite histoire, le racisme remonte à la fondation de Khartoum en 1821 en tant que marché pour les esclaves. Dans la seconde moitié du siècle, environ 2/3 de la population de la ville était réduite en esclavage. C'est donc un phénomène qui vient nous rappeler Martin Luther King lorsqu'il disait que le racisme est une réalité qui trouve un déplorable écho dans notre actualité. Et c'est ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.